Alors, bonjour à toutes et à tous. Ce midi, je reçois deux experts pour discuter et parler globalement des tendances du learning pour 2021. On va revenir rapidement sur cette année un peu compliquée. Et puis moi, j'avais fait un petit constat sur ce qui avait été annoncé comme tendance l'année dernière dans la presse, dans les médias concernant le learning pour 2020, où à l'époque on mettait en avant un aspect technologique bien évidemment avec les notions d'adaptive learning, d'IA, de mobile learning, de réalité virtuelle, et puis l'émergence et la progression des modes d'apprentissage collaboratifs à travers notamment le social learning, le salarié qui lui-même peut construire et proposer des contenus à ses collègues. L'année 2020 étant terminée et puis ayant été, on va dire, largement remise en question par la crise sanitaire, c'est le bon moment pour faire le point par rapport à ces tendances du learning et puis de voir un petit peu avec Julien et Thibaut qui vont se présenter ce qui nous attend, quelles sont les projections à horizon 2021 et puis même à 3, 4, 5 ans en matière de développement des solutions et des pratiques concernant la formation en France. Donc aujourd'hui, je reçois Thibaut Galidejean, de Leroy Merlin et Julien, qui est le CEO de Bidis. Je vais d'abord laisser Thibaut se présenter. Bonjour Thibaut. Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. Rapidement, si tu peux te Alors, présenter je pour suis nos effectivement, je participants. suis en charge des EdTech chez Leroy Merlin, donc tout ce qui est lié aux technologies de la formation en particulier, donc chez Leroy Merlin, tant en termes d'autoring que de diffusion des contenus sur à peu près tous les champs, le synchrone et l'asynchrone. Et je suis également blogueur et consultant dans le domaine. Et merci Christophe donc pour cette belle invitation en cette fin d'année. Eh bien de rien. Julien, je te laisse te Oui, présenter rapidement Bidis. oui, bien sûr, avec plaisir. Donc moi-même, Julien Huelvange, donc je suis le président et l'un des fondateurs de Bidise, qui est une société qu'on a créée donc avec mes associés en 2015 sur la logique d'apporter de nouvelles manières d'apprendre, de transformer la formation pour les entreprises grâce à un format particulier qui est celui du mobile learning et une technologie très exigeante. Donc Bidise, c'est une société qui est en forte croissance depuis cette année-là. Une des plus grosses de la tech d'ailleurs ces 3 dernières années. Aujourd'hui, on est déployé sur une centaine de grands clients, de grands comptes, dont Leroy Merlin évidemment, avec qui on travaille en partenariat serré, si je puis dire ça comme ça, depuis plusieurs années. Mais on est également la solution globale de la RATP, par exemple, ou de Nedis, pour lesquels on forme entre 50 000 et 65 000 collaborateurs. Plus récemment chez Orange aussi ou chez Engie. Donc voilà, on connaît bien ces grands groupes et puis on travaille aussi avec des ETI et des PME, bien sûr, avec une solution qui est très packagée et internationale, si je peux terminer avec ça, puisqu'on est déployé sur une quarantaine de pays aujourd'hui et dans 25 langues. Donc on a un produit qui s'adapte bien au contexte actuel. Voilà. Mais pour autant, Julien, juste pour terminer, sur la présentation de Bidis, je suis une société de 400 personnes, je peux quand même travailler avec toi? Alors, tu es une société de même moins que ça, tu peux travailler avec nous, puisque notre plus petit client est un restaurateur qui se sert de notre solution pour la formation pour 12 personnes. Et donc, le plus gros aujourd'hui doit faire 150 000 personnes. Donc, on sait vraiment faire des populations très petites comme très grandes. D'accord, ça marche. Euh, Pardon, Thibaut, on va revenir rapidement sur l'année 2020 qui a dû être particulièrement compliquée, surtout dans ton secteur, hein. Leroy Merlin, c'est essentiellement des magasins. Donc avec les confinements successifs, j'imagine qu'il y a eu un gros coup d'arrêt au niveau du plan de formation. Et la question que je voulais te poser, c'est comment on relance la machine après une année comme 2020? C'est une bonne question, Christophe. C'est vrai que ça a été une année un petit peu compliquée, complexe à appréhender. D'abord parce que les convictions de l'année précédente, hein, tu l'as évoqué un petit peu en introduction, forcément, elles ont été remises en question. Je pense que ça a surtout éprouvé l'agilité du socle et notre capacité à répondre rapidement à des événements extérieurs, comme devoir réorienter beaucoup de formations sur du distanciel.
ce qui n'est pas toujours évident dans un contexte global, pas forcément très anticipé, il faut le dire. Je pense que beaucoup d'entreprises ont souffert de ces difficultés-là, et ça drive donc un peu nos orientations de l'année prochaine, forcément avec un socle qui est plus simple. On va revenir à des choses plus essentielles pour retrouver une base d'agilité qu'on a un petit peu perdue, avec un effet un peu parfois mastodonte, grosse machine qui s'emballe et qui du coup peine un petit peu à réagir sur ces sujets-là. Alors on est bien aidé par nos partenaires technologiques, dont Julien par exemple pour Bidiz, mais pas seulement, avec un vrai enjeu forcément de diversification de l'information et forcément une accentuation du synchrone distanciel dans le contexte actuel, même si on doit maintenir certaines actions en présentiel strict, il y a forcément un enjeu à accompagner ces formations distancielles et à supporter un essor très massif. Chez nous, on n'était déjà pas trop mauvais sur le sujet, mais un essor massif forcément de l'asynchrone complet, donc de la formation type e-learning à distance complètement digitale. Je pense que ça a aussi, cette période a été éprouvante parce qu'il y a des réponses technologiques très qualitatives, mais ça éprouve aussi, je pense, nos apprenants, les utilisateurs en fait de ces solutions, avec pour ceux qui ont moins anticipé ou ceux qui ont un terrain moins fertile, le sujet de l'apprenance. C'est-à-dire comment je fais pour apprendre tout seul quand on est dans une entreprise où on est très accompagné, très drivé, avec beaucoup de formations présentielles où j'apprends en groupe. Eh bien, ça a forcément sollicité ou ça a nécessité, pardon, de solliciter des choses autour du social learning, du apprendre ensemble, de apprendre à apprendre finalement, parce que ça s'improvise pas. Voilà, il suffit pas, malgré l'excellence des solutions techniques, hein, Julien est là, mais il y a aussi cette nécessité de bien accompagner les apprenants, et c'est vrai que forcément pendant une période de confinement total, hein, on a connu une période d'inactivité intégrale, si je puis dire, hein. Et bien forcément, c'est plutôt les solutions full distancielles qui ont pris un peu le relais à ce moment-là. On avait la chance d'avoir un socle qui était plutôt sain, mais pas suffisamment agile, voilà, qui nous permettait pas, en tout cas, en l'état, de répondre assez rapidement. Et donc, ça sera plutôt nos orientations de l'année prochaine. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir dans ce webinaire, mais de revenir sur des choses plus simples et surtout sur une base, sur un socle qui nous permet de répondre plus facilement et beaucoup plus rapidement à n'importe quel événement externe et ou à la mise en place d'innovation chez nous. Alors c'est marrant ce que tu dis, apprendre à apprendre. On a fait un webinaire récemment avec je ne veux pas citer le nom, mais un éditeur de contenu assez important en matière de formation et notamment en termes de formation soft skills. Et la formation qui a été la plus sollicitée en 2020, c'est la formation qui s'appelle Apprendre à apprendre. Bah, je suis qu'à moitié étonné, hein. Faut se mettre à la place de nos utilisateurs. Quand vous avez des milliers de contenus, on a la chance d'avoir des dizaines de milliers de contenus qui sont disponibles. Je commence par quoi? Je fais comment? Ça veut dire quoi apprendre tout seul? Est-ce que je dois mettre un rythme, pas un rythme? Alors, évidemment, il y a des réponses technologiques, on le réévoquera probablement sur des solutions de type mobile learning, mais il n'y a pas seulement ça. Il y a un état d'esprit, il y a un terrain, il y a une culture d'entreprise aussi pour favoriser ça, pour accompagner, et surtout pour que ce soit bien collectif, hein. L'enjeu, c'est pas de s'adresser qu'à ceux qui en ont les moyens, c'est-à-dire ceux qui savent, ceux qui ont l'habitude. C'est aussi ceux qui ont un peu moins l'habitude et de les emmener dans cet effort collectif, notamment autour de l'apprentissage ensemble. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour maintenir des projets où on apprend ensemble, tout en étant sur des choses peut-être plus asynchrones ou des choses où on est vraiment à distance. Voilà. Alors, Julien, je vais te passer la parole pour que toi, tu nous décrives aussi un petit peu ton année 2020 qui, pour le coup, elle a été différente, hein. Je pense que tu es dans un secteur d'activité qui est très porteur. Et j'imagine que, à contrario d'un Leroy Merlin qui a dû fermer ses magasins forcés par les confinements, toi, j'imagine que les confinements ont plutôt peut-être eu l'effet inverse, c'est-à-dire de dynamiser le marché. C'est-à-dire que les entreprises qui ont dû mettre leurs collaborateurs en télétravail forcé, à un moment donné, n'ont pas vraiment le choix. Elles doivent s'équiper si elles veulent continuer à former leurs collaborateurs et les accompagner. Absolument. Alors, quelle année, hein, effectivement, 2020 pour nous. On était déjà dans un contexte de forte croissance, comme je te le disais au début. Ça n'a fait qu'accélérer les choses. Et en fait, les paris qu'on avait pris en 2015, à savoir d'abord créer une solution simple, complète, pour des cycles de connaissances très courts, donc qu'elles permettent à la fois d'apprendre, mais également de partager facilement sa connaissance, d'avoir des outils à hauteur intégrés, ce genre de choses, pour avoir vraiment une réactivité extrême
Ça, c'est un pari qu'on a fait très tôt, que ce soit le fait d'avoir des formats qui soient hyper engageants pour les collaborateurs, même à distance, même pas forcément encadrés, mais que la solution elle-même soit capable d'engager les collaborateurs. C'était également un pari. Et puis, Thibaut a commencé à en parler également, l'apprendre ensemble, le social learning, cet aspect de créer des communautés d'apprenants, d'avoir des mécanismes d'apprentissage collectif, également faisait partie de notre postulat quand on a créé le produit et la société. Et j'ai envie de dire, on était déjà à l'époque en train de dire attention, les solutions de formation existantes sont peut-être trop lourdes. Il va falloir être réactif, plus réactif en tout cas dans un monde qui se complexifie et où il y a beaucoup plus d'imprévus finalement et beaucoup plus de crises potentielles. Et ce contexte-là a montré que des outils comme les nôtres étaient particulièrement bien positionnés et pertinents, que ce soit pour les clients qui ont eu des difficultés, et là notre mot d'ordre a été d'être utile et d'être, on va dire, conciliant, compréhensif là-dessus et d'être présent, ou pour d'autres clients pour lesquels les choses ont explosé et ont eu besoin de déployer des programmes de formation extrêmement rapidement sur des impacts très forts. Donc on a fait des choses avec Laurent Merlin très intéressantes bien sûr. On a déployé aussi des programmes d'appropriation digitale à la RATP sur des grosses cibles en quelques semaines, hein, ça a été très très vite. On a déployé des programmes de social learning aussi au sein de la Caisse des dépôts, par exemple, pour profiter de la formation, pour maintenir du lien social entre les gens. Donc ça a été une période faste, et je dirais à la fin de l'année, quand on fait un peu de bilan, surtout très instructive. C'est-à-dire que nous, on a appris beaucoup de choses, on a fait beaucoup évoluer le produit, et on pense que 2021 va du coup être une année bascule pour des entreprises comme la nôtre et pour des programmes comme lesquels on porte. Alors, avant de parler des tendances à proprement parler, j'avais une première question, peut-être à Thibaut. On oppose là de plus en plus le modèle LMS qu'on décrit presque comme un modèle, je ne vais pas dire archaïque, mais un peu dépassé, au modèle mobile learning. Alors, quelle en est la raison? En fait, moi, je pensais naïvement que les sociétés équipées de LMS allaient pouvoir faire facilement face à cette crise. Et en fait, dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas. Est-ce que tu as un avis là-dessus? C'est quoi les grandes différences? Alors, oui, bien sûr, j'ai un avis. D'abord, cette opposition, c'est une opposition de principe et on l'a vu souvent apparaître ces dernières années parce que ce sont des nouvelles plateformes, qu'on a des instituts mondiaux qui catégorisent un petit peu les solutions, hein, Gartner en tête, hein, qui fait apparaître ces termes, LMS, LXP, qui classifient les éditeurs. Si je reviens à des choses plus fonctionnelles, c'est-à-dire à ce qu'on constate sur les produits indépendamment des catégories de l'éditeur et plutôt dans la case LMS, LEP, machin, la différence fondamentale, c'est que le mobile learning qui est venu un petit peu chambouler le marché à une période où il n'était pas forcément mature pour le recevoir. Les différentes études récentes montrent que notamment les grandes entreprises qui ont eu recours au mobile learning n'utilisent pas nécessairement le mobile learning à des fins de mobile d'abord. Et c'est assez intéressant à regarder, ça a été notre cas, c'est le cas de beaucoup d'entreprises, c'est que le mobile learning arrive avec un modèle beaucoup plus récent technologiquement, hein, il n'est pas construit autour de la norme SCORM, elle-même héritière de la ICC qui date à peu près 98-99, donc un modèle de données qui est beaucoup plus léger, une excellence technologique liée au fait que le mobile learning en France, les premiers acteurs dont Bidis sont apparus dans les années 2015, donc ça repose sur un socle technologique, technique, qui est très sain, qui est très récent, qui est très adapté à des enjeux de forte variabilité de volume. Et quand on entend Bidis nous indiquer qu'ils adressent des sujets de clients de 50 à 150 000 utilisateurs, c'est aussi lié à cette excellence technique qui en est à l'origine. Maintenant, d'un point de vue fonctionnel, qui peut le plus, peut le moins finalement. Et c'est vrai dans les deux sens, mais on va plutôt s'attarder sur le mobile learning. Le mobile learning, c'est pour moi la catégorie technique la plus difficile à adresser. Ce qu'on oublie souvent, c'est que les ordinateurs, c'est très standardisé. On a tous plus ou moins Chrome, Internet Explorer. On va dire qu'il y a 3-4 navigateurs qui se battent. Quasiment tout le monde est sur Windows ou sur Mac, donc il y a deux systèmes d'exploitation.
Côté mobile, c'est très différent. On a énormément de fabricants. Rien que chez Leroy Merlin, sur les téléphones qui sont utilisés par nos collaborateurs, on est à plus de 1600 devices différents par mois qui sont utilisés. Donc, il y a un besoin de s'adapter à tout un lot de contraintes techniques, de langue, de taille d'affichage, de système. Voilà. Et donc, la promesse de base du mobile learning, c'est d'arriver avec une plateforme de diffusion de contenu, un outil auteur qui est très souvent intégré pour des raisons de jouabilité du contenu. Donc, on est sur des choses plus simples, moins sophistiquées. On ne peut pas retravailler la petite couleur, pas toujours la taille de la police, parce que c'est la technologie fournie par l'éditeur qui va permettre d'adapter le contenu au mieux de la configuration technique du téléphone pour être certain que ça fonctionne dans 99% des situations. Et donc, les éditeurs de mobile learning, quand ils sont arrivés, se sont un peu cognés face à ça. Je pense que, voilà, ils disent au départ, ils n'ont pas eu que des clients mobiles et ils ont toujours aujourd'hui d'ailleurs des clients qui sont plutôt web first et plutôt chez les grandes entreprises et qui utilisent la solution parce qu'elle est très simple. Et nous-mêmes, on utilise le mobile learning. Alors, ce qu'on appelle mobile learning, c'est-à-dire Bdiz en tant que solution de formation. Je précise pour les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. Eh bien, on a choisi ça pour des projets complexes, pour des projets internationaux, 13 langues, 36 enseignes, etc., parce qu'on avait un vrai enjeu à avoir quelque chose de très simple. Ça veut dire une édition de contenu qui est simple, une gestion de la traduction qui est simple, une gestion de la diffusion qui est simple et des analytics intégrés. Quand on compare ça aujourd'hui, cette simplicité d'usage au LMS, elle est moins présente, voire pas du tout pour certains éditeurs, mais je ne vais pas m'amuser à catégoriser. Voilà. Côté LMS, on a très souvent des outils auteurs qui sont hors socle, donc qui sont à côté du LMS, il vous faut les acheter, vous pouvez en avoir qui fonctionnent sur votre ordinateur, vous en avez qui fonctionnent en ligne, il faut les faire parler avec le LMS, il faut les installer sur le LMS, il faut s'assurer que tout se passe bien. Donc on a beaucoup de grandes entreprises par exemple qui utilisent des cycles de certification ou de validation de contenu, donc on est sur une approche qui est un petit peu plus complexe. Voilà, on n'est pas sur je crée un contenu, je le partage très facilement, très rapidement à tous. De la même façon, sur la gestion de la traduction, quand vous adressez des sujets internationaux ou du sujet complexe, il faut gérer d'un côté la traduction de la plateforme, la gestion de la plateforme, et de l'autre côté, les contenus. Il faut faire en sorte que tout ça se parle bien. Donc, on est sur un projet qui paraît déjà plus complexe, moins accessible. Ça fourmille d'options parce que les LMS reposent sur une norme, donc SCORM actuellement, enfin AICC, SCORM et XAPI pour les plus récents, qui est complexe à transcrire. Il faut des noms, il faut des codes, il faut des identifiants, il faut des durées. Enfin, on est sur des modèles de données un peu plus complexes. Donc, quand on veut référencer un contenu, il faut lui mettre un titre, il faut lui mettre une description, il faut le ranger dans une catégorie, etc., etc. Donc, on est sur un modèle qui est un petit peu plus complexe, forcément, côté LMS. Et finalement, ce débat n'a pas de sens. Parce que, et c'est un peu ce que dit Julien, c'est que ce qu'on appelle mobile learning aujourd'hui, la réalité, c'est que toutes les entreprises n'utilisent pas des solutions comme Bdiz pour faire que du mobile. On a des solutions qui sont aussi à l'aise sur du web que sur du mobile. Et beaucoup d'entreprises adorent travailler avec des solutions dites mobiles parce que c'est simple, parce que c'est intégré, parce que ça fonctionne bien, parce que ça va vite. Le fait de faire du mobile nécessite des serveurs ou des infrastructures, vous savez, là où on héberge l'application, avec un haut niveau de performance, parce qu'en mobile, on ne veut pas attendre, on veut que ça fonctionne tout de suite. Donc forcément, quand on porte ça sur le web, ça donne des solutions qui sont très réactives, instantanées, enfin très rapides dans leur exécution, et très simples à appréhender pour les apprenants, parce que au départ, l'application, elle tient dans un petit écran de 5 pouces. Donc forcément, sur ordinateur, on n'a pas 50 milliards de boutons. On a des choses qui sont très travaillées, des fils, des chanteries, etc. Donc pour moi, cette opposition, elle n'a pas forcément de sens. Cette opposition a du sens parce que dans des cartographies, dans des baromètres, il y a des outils qui sont plus stoppés LMS, il y a d'autres qui sont plus stoppés mobile. Au final, on est sur des outils de diffusion du savoir, de partage du savoir. Et là où les acteurs qui sont typés, identifiés mobile learning sont intéressants à suivre et à regarder, c'est qu'ils viennent chambouler un petit peu le marché. On a des acteurs LMS qui se sont remis à faire du mobile. On a une petite période de trou, mais c'est pas du mobile first. Donc c'est un peu et c'est ce qu'on verra après sur d'autres sujets comme les sujets de LEP ou de LXP. On a un doux mélange des genres. Ce qu'il faut retenir à mon sens, c'est que les plateformes mobiles, elles arrivent avec cette excellence technologique, avec une simplicité d'usage, avec une promesse de performance et de capacité à créer du lien qui est forte. Je terminerai par un chiffre qui est marquant, issu de mon expérience personnelle, notamment chez Leroy Merlin. C'est que traditionnellement, on a deux taux, et on va le voir après, c'est un seul chiffre qui résume bien, je pense, la différence entre les deux types de solutions. Côté LMS, on a un taux d'engagement des utilisateurs qui est de 24 à 26%. C'est-à-dire que 24% de nos utilisateurs qui ouvrent une formation sur un de nos LMS
Seul 24 pour 100 utilisateurs qui lancent la formation, seuls 24 la terminent. Côté mobile, notamment pendant le confinement, d'ailleurs, on a eu une petite accélération de 5 points de ce taux-là. On est à date à 70, on a un taux d'engagement qui tourne entre 78 et 82% de ce taux d'engagement. C'est-à-dire que 78 à 82% des personnes qui ouvrent une formation vont jusqu'au bout. C'est juste hallucinant quand on est à la recherche de performance sur du déploiement, sur de la montée en compétences. Et ça s'explique par la différence de structuration, encore une fois, qui peut le plus, peut le moins. C'est qu'aujourd'hui, le mobile, ils avaient un enjeu à faire des capsules, des objets de formation, un peu comme des e-learning, mais version mobile, plus court, plus machin. Donc, du coup, plus efficaces qui vont se lancer. Or, côté LMS, vous avez, je pense, comme tous, beaucoup de ceux qui nous écoutent doivent avoir connu, je pense, des e-learning ou des objets de formation digitaux qui durent 30 minutes. Forcément, on rentre dedans, c'est un tunnel, c'est pas adapté à soi, etc. Là où la promesse du mobile, c'est de venir avec des choses plus courtes, qu'on va agréger ensuite, avec des playlists, avec des parcours. Et donc ça, c'est une différence fondamentale de fond pour moi, en dehors des chiffres, qui s'explique par la structuration des contenus qui est beaucoup plus simple sur mobile, qui se veut plus courte. Alors, je rentre pas dans le débat ici, on pourra s'il y a des questions, mais le nano-learning, le snap-learning, le micro-learning, le mobile-learning, tout ça, on va pas rentrer là-dedans. Ce qu'on sent quand même, c'est que sur les plateformes de mobile-learning, on est sur des objets qui sont un peu plus courts, sans limite. C'est juste qu'on va agréger ça autour de parcours thématisés, individualisés pour les apprenants. Alors justement, on a une question de Daniel. Alors là, on va rentrer dans les tendances et dans presque les bonnes pratiques du futur. Alors je vais inverser ce qu'on avait prévu de faire, puisqu'on a une question qui commence d'abord par nous demander comment on met tout ça finalement en musique, c'est-à-dire effectivement la technologie c'est bien joli, mais dans la pratique, en fait, comment la question c'est, je pense notamment les liens entre formation et GPEC, autonomisation des salariés dans la gestion de leur carrière. Donc grosso modo, c'est comment la formation vient remplir son rôle de faire monter en compétence les collaborateurs et alors bien évidemment la technologie va accompagner tout ça, mais quelle stratégie on met en place par rapport à ça, comment on fait le lien entre une GPEC, alors GPEC j'aime pas trop ce terme parce que c'est un peu désuet, c'est un peu old school, je dirais plutôt une gestion des compétences dynamique, de façon à avoir une cartographie en temps réel de ce qu'est son entreprise et de la valeur de son capital humain. Comment on met tout ça en exercice? Comment on met tout ça en route, Thibaut ou Julien? Je peux y aller, Julien. Alors, en fait, c'est une question qui n'est pas du tout technique, qui n'est pas du tout technologique. On est bien sur l'usage. Ouais. Je voudrais juste revenir sur un historique, en particulier sur les grosses entreprises, pour se rappeler un peu du contexte. C'est qu'on a en général des directions qui sont un peu silotées et on a même des filières qui sont assez silotées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très compliqué d'aller chercher dans de la tech des choses qui tournent autour de la compétence. C'est-à-dire qu'on a un gros lot autour de la formation, un gros marché, LMS, mobile learning, on en parle beaucoup. Et on a souvent une illusion des grosses entreprises qui est de poser des petites briques unitaires les unes à côté des autres et de penser que tout ça, ça va fonctionner. Il y avait quelques années, ce que je vais appeler des prédicteurs, des personnes qui faisaient des prédictions, en tout cas, autour du LMS, qui est la colonne vertébrale de la formation. Et je pense que l'erreur, elle tient beaucoup à ça. C'est-à-dire que quand on positionne un outil au cœur d'un dispositif, au cœur d'un système d'information, tout s'écroule. Ça peut être ni le LMS ni le TMS. TMS étant l'outil qui sert en général à administrer la formation présentielle dans les entreprises. On se pose ces questions-là et en général, on n'y arrive pas. L'enjeu pour moi, c'est plutôt, alors comment on fait concrètement? On crée plutôt ce qu'on appelle des écosystèmes. D'ailleurs, on renomme un petit peu le nom de mon équipe chez Leroy Merlin autour de ce qu'on appelle la skill tech. On adresse depuis quelques années maintenant tous les enjeux autour de la compétence, c'est-à-dire de ne pas décorréler les enjeux de formation, de GPEC, de mobilité, de projets professionnels, de classification des emplois, voire pour les entreprises qui sont un peu plus avancées en termes de pratique RH sur ce qu'on appelle le stratégique workforce planning, donc qui est la projection en fait des compétences de demain sur les emplois d'aujourd'hui. Tout ça, ça nécessite que les systèmes d'information se parlent. Et pour se parler, il faut sourcer les bons produits, les uns avec les autres, et de poser ce que moi j'appelle un écosystème. Ça veut dire de définir ce qu'on a besoin de faire. On a besoin de former, on a besoin de cartographier, on a besoin de stocker et gérer dynamiquement ces compétences, et on a besoin que tout ça se parle. On va en rediscuter après. Mais comment est-ce qu'on fait pour la question exactement, c'est l'autonomisation des salariés dans la gestion de leur carrière. Déjà, pour répondre à cette question, moi j'identifie à date, comme ça à chaud, 3 briques qu'il faut faire parler les unes avec les autres. La première brique, c'est qu'il faut capter déjà
ce qu'est la carrière, le projet professionnel du collaborateur. En général, là, on est sur des applications d'évaluation annuelle, c'est des moments d'entretien, d'échange avec son manager. Ensuite, on va définir avec son manager un projet professionnel. On va associer des compétences pour réaliser son projet professionnel. Aujourd'hui, je suis chef de projet formation, par exemple, et demain, je veux devenir data scientist. Il y a des étapes pour arriver et mettre en œuvre ce projet professionnel. Et puis, une fois qu'on a posé ce projet professionnel, qu'on y a associé des compétences ou des choses de ce type-là, eh bien, il faut les développer, ces compétences. Et donc là, on va tomber dans le domaine plus formation, plus traditionnel, les LMS, les TMS, les applications de mobile learning. Et il s'agit d'envoyer à ces applications, par exemple, un front web, un front mobile. Je me connecte à mon application mobile. Mon projet professionnel qui a été fixé dans un autre produit, dans celui dans lequel on formalise la relation avec mon manager, ce qu'on appelle couramment les EAP, les EDP en fonction des entreprises. Eh bien, à l'intérieur, quand je vais me connecter à mon appli mobile, l'appli mobile, elle sait que mon projet professionnel, c'est de développer les 2-3 compétences cette année pour réussir mon projet pro dans 3 ans. Et donc, on va suggérer aux collaborateurs, aux salariés, les contenus de formation qui sont cohérents avec son plan de développement, soit dans sa mission, c'est le courant de ma mission du jour, soit dans le cadre de mon projet professionnel. Et ça se conçoit dès le départ en ne posant pas comme présupposé que le LMS ou le TMS est le cœur de l'écosystème. En faisant ça, on se coupe, on ferme beaucoup de portes, en fait, et il s'agit d'avoir plutôt de sourcer. Alors, c'est pas non plus du best of breeds, mais l'idée, c'est de trouver les bonnes solutions, les 3-4 bonnes solutions, de les faire parler intelligemment, et comme je dis souvent, l'intelligence d'un système d'info, elle n'est pas dans l'excellence des briques, elle n'est pas dans l'excellence du LMS, elle n'est pas dans l'excellence du mobile learning. On a Bidis qui a là, par exemple, côté mobile, qui est très bon, mais elle est surtout, et on a passé beaucoup de temps avec Bidis, par exemple, chez nous, à faire parler Bidis avec notre système d'info, pour qu'il y ait de l'intelligence. Je te coupe une seconde, Thibaut, j'ai une question plus pour Julien. Une question de Marie qui dit, mais est-ce que cette solution Mobile First est compatible avec d'autres plateformes type SIRH afin de croiser les données? Est-ce que une solution comme Bidis, elle est suffisamment ouverte pour s'intégrer, c'est-à-dire recevoir de la data et en restituer? C'est indispensable. Et ça me permet de rebondir aussi sur ce que disait Thibaut justement, c'est que pour moi, l'année 2021, c'est une des tendances, c'est les écosystèmes de formation, d'arrêter justement de vouloir prendre l'ensemble d'une suite de formation et de RH chez un même éditeur qui va tout faire et globalement tout mal faire, mais aller chercher effectivement. Alors, il y a le best of breed dont parle Thibaut et qui est de dire je vais prendre vraiment le meilleur du meilleur, le meilleur chez tout le monde et faire tout travailler ensemble. C'est vrai que je le rejoins sur le fait que c'est peut-être un peu compliqué et qu'il faut aller chercher quelques éditeurs et s'assurer qu'ils sont capables de dialoguer ensemble. Et donc, le deuxième point qui est hyper important, c'est de choisir des solutions ouvertes et intégrables. Normalement, si on est sur des solutions nouvelle génération, donc qui sont venues plutôt après les LMS, c'est le cas. C'est-à-dire que dans l'ADN de tout nouvel éditeur, logiquement, il doit y avoir cette volonté de se dire je peux m'intégrer à un SIRH, je peux m'intégrer à un LMS aussi. Le but, c'est quand même aussi de dialoguer avec le LMS, mais potentiellement, je peux m'intégrer avec une messagerie interne. On fait des choses avec Slack, par exemple, ou je peux m'intégrer à un outil de suivi client. Voilà. Le but, c'est ça. Donc, ça veut dire pour ça qu'il doit y avoir des API qui sont bien construites, qui sont bien documentées, une culture qui va là-dedans, et puis 2 boîtes qui sont capables de bosser ensemble sur le sujet sans se marcher sur les pieds. Et pour ça, il y a aussi des grands groupes comme Leroy Merlin qui sont très utiles parce qu'ils vont pouvoir un peu défricher en ce sens-là. Nous, on a beaucoup avancé sur les intégrations LMS grâce à Leroy Merlin. À tel point qu'aujourd'hui, il y a certains LMS qui, au lieu de proposer leur solution de mobile learning, proposent la nôtre. Donc, ça a carrément influé sur la stratégie marché, on va dire, de Bidis et de grands éditeurs type LMS. Donc, oui, pour répondre à la question, on s'intègre bien au SIRH, indispensable, et on s'intègre à bien d'autres choses. Et on arrête d'attendre XAPI qui est annoncé depuis X temps. Je veux dire, c'est peut-être aussi une des tendances de 2021, c'est d'arrêter d'attendre le XAPI, quoi. Voilà, et de faire ça nous-mêmes. Il y a quelqu'un qui nous demande s'il existe des statistiques qui indiquent que les solutions de mobile learning sont davantage détournées avec un usage sur ordinateur au lieu d'un mobile, effectivement, pour les entreprises qui ne fourniraient pas de téléphone portable à leurs collaborateurs. Alors, sur ce point, on a mené une étude avec Bidis de mi-août à fin septembre, qui va être diffusée semaine prochaine, qui était en cours de finalisation là, cette semaine.
La réponse que je peux vous apporter, c'est oui, de toute façon. Ce qu'il en ressort, c'est que l'usage est en premier lieu fait sur ordinateur en entreprise aujourd'hui, et non pas sur téléphone. Donc, et je ne pense pas que ce soit un usage détourné, hein. La solution est faite pour, Julien. Disons qu'aujourd'hui, le mobile learning, dû à l'exigence très forte qu'il y a sur ce type de techno, dont Thibaut a très bien parlé au début, il faut savoir que nous, quand on sort quelque chose, on va le tester sur des dizaines et des dizaines de devices différents, donc c'est extrêmement exigeant. Évidemment, on est sorti de notre cadre, c'est-à-dire que comme c'est beaucoup plus simple de le faire sur ordinateur, on a sorti très vite une version web de l'application qui est utilisable à la fois sur un smartphone quand on ne veut pas télécharger l'application, qui serait du coup là une web app, mais aussi sur un ordinateur où là on est carrément sur un front web type LMS et qui s'adapte bien sur une taille de grand écran et qui permet de faire beaucoup de choses. Donc en sortant de ce cadre-là, forcément on a donné possibilité à nos clients de le faire et on a beaucoup qui utilisent aussi la solution sur ordinateur et là qui profitent, on va dire, de la pédagogie, de l'instantanéité, du partage de savoir très facile. Et ce qu'on mesure aussi comme étant utilisé sur ordinateur, c'est tous les contenus qui sont intégrés sur les LMS. Parce que Bidis, il faut voir ça comme ça aussi. On peut utiliser un sur l'application, deux sur un front web quand même Bidis, mais on peut carrément prendre des contenus Bidis et les intégrer à l'intérieur du LMS. Et dans ces cas-là, on mesure aussi que comme une utilisation sur ordinateur. Et là, c'est très varié en fonction des clients. Il y a des boîtes qui utilisent énormément ces fonctionnalités sur ordinateur. Et Quand Ouais. tu écoutes Julien, finalement, ta solution, en fait, elle peut remplacer un LMS complètement. Alors, ça peut, effectivement. On a des entreprises aujourd'hui qui n'utilisent que Bidis. Je pense à des boîtes comme RATP Dev, par exemple, qui sont les filiales en région et à l'étranger de RATP. Je pense à des boîtes comme Big Mat aussi, par exemple. Donc, on a de la grosse ETI, on va dire, aujourd'hui, qui n'utilise qu'un ensemble d'environnements de formation Bidis. Mais là encore, parce que c'est très intégrable aussi avec ce qu'ils peuvent avoir derrière, parce qu'on est capable de gérer du SCORM aussi, hein, même si on n'est pas construit autour du SCORM, et tant mieux, on est quand même capable de le gérer et d'utiliser des modules en ce sens-là. Donc oui, le mobile learning sortant de son cadre peut répondre aux besoins entiers d'une formation et d'une entreprise. Et ça peut aller ça ira sans doute de plus en plus loin. Ce qui nous intéresse à la fin, c'est toujours la pédagogie et apporter de nouvelles manières d'apprendre de toute façon. Oui, et puis ce que je voulais ajouter avant de prendre peut-être une ou deux questions, Christophe, là sur la partie SIRH, Ouais. et ce qu'on a fait et ce qui va changer d'ailleurs l'année prochaine chez nous, c'est que je pense qu'il y avait une nécessité pour le mobile learning quand il est sorti de ne pas être que mobile. Parce qu'il y a un retard culturel en France, il y a un retard d'équipement aussi, et il y a une dette d'équipement des entreprises sur le sujet, voire culturel au niveau des managers. Ça a été une des premières difficultés. On a eu beaucoup de craintes, comme tout le monde, quand on l'a lancé, hein. Je rappelle que ça fait 4 ans maintenant, un peu plus de 4 ans qu'on fait du mobile learning. Ça va faire 5 ans même avec Bidis. On a commencé à travailler le sujet du mobile en 2016. À l'époque, c'était ça peut pas être que mobile. On a travaillé énormément avec Bidis sur tous ces sujets d'intégration, XAPI, SCORM, comment permettre un parcours sans couture de nos équipes. Je commence sur mobile, je termine sur le LMS s'il existe déjà, ou je commence sur le LMS et je termine sur l'application mobile de Bidis, donc avec 2 ou 3 éditeurs différents autour de la table. Et ça me paraissait une nécessité à l'époque parce que les apprenants sont pas habitués, parce que la culture est pas forcément là, parce que l'équipement n'est pas forcément là. En revanche, il faut bien se dire qu'on peut avoir peur du côté frileux des salariés sur le sujet. Moi, je peux vous dire qu'on a eu plus de 12 000 salariés qui utilisaient l'application Mobile Learning à titre perso, sans qu'on fasse quoi que ce soit. En fait, on met à disposition l'application, ils avaient envie d'y aller parce qu'il y avait des contenus, parce que c'était intéressant, parce que c'est court, que c'est rapide et que c'est efficace. Maintenant, sur les questions autour du SIRH, il y a eu déjà 2-3 questions. Je ne sais pas, Christophe, si tu veux la reformuler, Alors, la partager avec oui, en fait, par rapport aux questions qu'on a eues, moi, ce que j'ai envie de mettre en parallèle, c'est le modèle, je vais dire, anglo-saxon par rapport au modèle français. Ce que tu viens de dire, aujourd'hui, on est en retard d'un point de vue technologique. Les entreprises ne sont pas toutes équipées leurs collaborateurs de téléphone portable. Mais on est également en retard d'un point de vue SIRH de façon globale et pas seulement au niveau du marché de la formation, hein, que ce soit au niveau de la paye, que ce soit au niveau de la gestion, le strategic workforce planning. Ça fait 5-6 ans que ça existe aux États-Unis, au Canada, ça vient de là-bas d'ailleurs. Et toutes les solutions de learning, quand on regarde par exemple ce qui se fait outre-Atlantique, alors moi j'ai fait un petit résumé, mais grosso modo là-bas on parle de LRP, plus de LRS, plus de services, d'analytics et d'IA.
Aujourd'hui, en France, j'ai l'impression qu'on s'est arrêté au LRP, en fait. Est-ce que c'est ça le constat, quelque part, ou est-ce que je suis trop dur dans mon analyse? Thibaut. Alors, je pense qu'il y a une tradition un peu française. Alors, tu as raison, en fait, on s'arrête beaucoup, on attend beaucoup le salut des plateformes technologiques. C'est-à-dire qu'on se dit beaucoup, tiens, il y a le LXP va nous sauver. Oui, il y a des réponses côté LXP, mais ça reste des projets d'entreprise et qui nécessitent des bases solides. Et c'est un peu ce que j'allais dire sur l'orientation. C'est que déjà, il faut être aligné sur ce qu'est le SIRH. Et quand on discute avec beaucoup de personnes, le SIRH, c'est essentiellement, assez souvent, le SI-Pay. C'est ce qui gère la paye. Tout le reste, c'est pas vraiment du SIRH. La formation, ça fait partie, normalement, du SIRH. Donc, dire qu'on relie un LMS au SIRH, le LMS, c'est une brique, en fait, finalement, du SIRH, normalement. Et en fait, on résume beaucoup le SIRH au SI-Pay. Et donc, le sujet, c'est comment est-ce qu'on relie la paye au LMS. Eh bien, nous, on arrête ça. Le premier scoop, c'est qu'il y aura quasi plus, en fait, de connexion avec la paye l'année prochaine, à ce qu'on appelle la paye, hein, vous comprenez ce que je veux dire par là, parce que c'est freinant, en fait. Aujourd'hui, on est dans des entreprises où on n'a pas que du salariat, on a des prestataires, on a des stagiaires, on a des alternants, on a des fournisseurs, on a tout un tas de personnes, et donc le référentiel n'est plus la paye. Donc déjà, il faut que le barycentre d'alimentation des outils change et évolue et que ce soit déjà plus ouvert. Et c'est un peu ça, les basiques qui sont nécessaires, c'est de revenir à des choses plus ouvertes. Comment tu gères ton référentiel, on va dire, des individus, puisque tu as des salariés, des intérimaires, des consultants, etc. La bonne pratique d'architecture, d'urbanisme, c'est justement de déplacer le référentiel qu'on va appeler d'identité des individus et des organisations et de le sortir de la paye. Parce que c'est déjà pas le métier de la paye. Alors on dit qu'on a du retard, mais en fait on n'aide pas tellement les éditeurs parce que évidemment, comme beaucoup d'entreprises, hein, quand vous avez un SI-Pay, vous pouvez être sûr, mais je ne mettrai pas un billet sur la table, mais pas loin, qu'il y a au moins 40 à 50 applications qui sont reliées à votre système de paye. Et dès que vous touchez un truc, eh ben, ça touche ces 50 interfaces et donc ça touche 50 produits. Donc l'idée, c'est de le déplacer. Vous avez aujourd'hui des standards de provisionnement, des standards qui permettent de gérer des référentiels. Je pense à Skim, par exemple, qui est une API de provisioning, en gros pour remplir une base utilisateur comme celle de Bdiz avec vos utilisateurs à vous. C'est une API ouverte qui est disponible sur le web, etc., et qui va se situer finalement en amont de la paye. Et ensuite, en sortie de ce référentiel d'identité, ben vous allez dire si la personne, et c'est une personne salariée, ben ça part sur le SI-Pay. Si la personne est un intérimaire, ça part sur le SI-Pay intérim, hein, puisqu'on a rarement des systèmes d'info qui gèrent les deux, par exemple. Et pareil pour les prestataires informatiques. Ce qui va permettre du coup d'ouvrir considérablement les possibilités du socle. Voilà. Donc c'est important en fait de poser les choses. Alors maintenant sur le sujet LXP, et qui était ta question de départ et je m'en excuse Christophe, et évidemment que le LXP va aider. Il faut super bien l'appréhender. En fait, mon conseil, c'est qu'il y a beaucoup aujourd'hui de LXP qui sortent sur le marché. C'est la brique sur laquelle pas se rater. On a eu le droit d'essayer sur le mobile learning. Oui, Skim avec un C pour Didier Serra, SCIM. On a le droit d'essayer avec le mobile learning. On a eu le droit de faire plein de choses. Le LXP, c'est pour moi, ça va nous aider quand c'est bien appréhendé à réunifier finalement tout ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'entreprises avec des LMS, des TMS, du mobile learning, des plateformes un petit peu off. C'est-à-dire, vous savez, on prend une petite plateforme à côté pour gérer un déploiement. Eh bien, la promesse du LXP, quand c'est fait correctement, c'est justement d'unifier l'expérience utilisateur, de pousser les bonnes infos. Mais pour pousser ces bonnes infos, beaucoup de personnes se disent bah, je vais mettre en place un LXP, ça va tout résoudre. La première difficulté du LXP, c'est qu'il faut l'alimenter en données. Enfin, première difficulté. Le facteur clé de succès, c'est qu'il faut bien l'alimenter. Et donc, c'est là que ça repose un peu la question de l'écosystème de tout à l'heure, qui est très pertinent. Du coup, merci Christophe d'avoir bien fait cet enchaînement-là. C'est que le LXP trouvera sa place à partir du moment où on a les bonnes briques, où on a bien envisagé les choses de façon globale. Il faut arrêter de penser produit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder le LMS, il ne faut pas regarder le LXP. Il faut regarder le LXP un petit peu comme la tête de pont, finalement, du dispositif, et se dire, bien, on pense les choses pour que les transactions de données soient au service de l'apprentissage et pas de se dire bah, j'ai envie de m'en faire plaisir, j'ai X dizaines ou X centaines de milliers d'euros, c'est le LXP dont on parle, je vais essayer le LXP. Le LXP, c'est vraiment le projet de réunification de l'écosystème qui va fédérer vraiment l'ensemble des contenus, l'ensemble des activités, l'ensemble des expériences d'apprentissage sur une seule, pour l'essentiel, application mobile et appli web. Hein, donc vous avez le pendant des deux, qui permet vraiment de simplifier la vie de l'apprenant, avec une dose d'intelligence qu'on ne voit pas tellement sur les LMS, parce que gros modèle de données, parce que très peu ouvert, qui va permettre par exemple de récupérer des contenus automatiquement de l'extérieur, de valoriser des contenus déjà existants, d'intégrer des vidéos YouTube, mais en 3 clics, vraiment, pour se dire, bah, on a quelque chose d'ouvert qui correspond à la réalité des choses. Aujourd'hui, dans les LMS, c'est la formation corporate.
mais même sans aller jusqu'au 70-20-10, on sait très bien que l'apprentissage, il n'est pas dans le 10. Hein. Le LMS, c'est le 10 du 70-20-10, du modèle de Jennings. Donc, il faut sortir en fait de cette base LMS. Le LXP, quand c'est bien fait, je le redis, avec le bon partenaire et que c'est bien appréhendé, ça va vraiment en fait permettre de se dire, on va réconcilier et on va mettre tout ce qu'on sait autour du savoir, autour de la circulation du savoir. Et c'est là que des outils comme celui de Bidis, puisque Julien est avec nous, comme les tips, par exemple, qui permettent de formaliser des savoirs et de les partager à tous, sans contrôle a priori. Hein, je veux dire, aujourd'hui, on ne modère pas les contenus sur les réseaux sociaux. On ne va pas modérer non plus le partage des savoirs. On va le modérer a posteriori, on va être conforme à la législation, il y a quand même quelques impératifs, mais l'enjeu, c'est que les gens puissent partager leur savoir, qu'on leur donne envie de partager, qu'on leur donne envie d'avoir, ce que je dis souvent, c'est la base des savoirs, en fait, qu'on va poser là. Et ces savoirs, ils prennent différentes formes. C'est des expériences, c'est des entretiens, c'est des capsules, c'est des vidéos YouTube, c'est des vidéos TEDx, enfin, que sais-je, je ne vais pas vous sortir toutes les sources de contenu qui existent, mais interfacées simplement. Pas de se dire, il faut récupérer du SCORM. Vous voyez, premier obstacle quand on a un LMS, la moitié du temps, on veut des KPI. Donc, on fait du SCORM. Tout le monde ne fait pas de SCORM. Il faut intégrer le SCORM, il faut le publier, il faut le mettre en ligne. Ça prend du temps, ça prend de l'argent et au final, ça ne se fait pas vraiment. Et donc, on a une part de l'informel qui est énorme et on a besoin de solutions simples pour capter en fait ces savoirs, permettre leur circulation, les valoriser. Et ce que je dis souvent, enfin, c'est ce que j'explique chez Laurent Merlin quand je décris le projet de l'XP. Le LXP, c'est une solution quand c'est bien fait, que c'est, enfin, je le redis, c'est pas juste je prends un LXP et ça va le faire. C'est de donner du sens à l'expérience d'apprentissage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez tous dans vos entreprises des LMS, des TMS, des réseaux sociaux, des outils de partage de vidéos, des YouTube internes, des Web TV. Il y a déjà beaucoup de contenu. L'enjeu pour moi du LXP, ce qui va permettre demain, c'est de donner du sens aux expériences d'apprentissage. En assemblant les contenus, on les laisse là où ils sont. Hein. Vous avez un LMS, vous gardez votre LMS, si vous le souhaitez, en tout cas. Et ensuite, on va scénariser des parcours d'apprentissage multiplateformes, simplement. C'est-à-dire, on va pouvoir agréger un stage qui est présentiel qui est dans un TMS, y ajouter quelque chose qui est dans un LMS, et peut-être commencer ou terminer par un grain mobile vraiment. C'est-à-dire un petit grain, vous savez, pour comprendre les prérequis de la formation, etc., etc. Eh bien, on va pouvoir faire vivre cette promesse-là. Et c'est en cela, je trouve, que c'est intéressant. Le deuxième pendant de la stratégie, je ferai plus court, c'est celui de la data. C'est-à-dire que pour faire tout ça, pour ouvrir vos écosystèmes, pour ouvrir vos outils autour d'un écosystème, la deuxième chose qui est nécessaire après un front unifié, tel que le LXP, mais vous avez des éditeurs de portail qui peuvent aussi vous aider à faire ça, c'est celui de la data. La stratégie, pour nous, elle est basée sur la data. D'abord, c'est parce que vous allez réussir à agréger vos data, leur donner du sens, les exploiter, les utiliser pour l'expérience d'apprentissage, pour donner du sens, pour aider l'apprenant à savoir où il en est et comment il va aller là où il a envie d'aller, là où il a besoin d'aller. Eh bien, ça, c'est la data qui va le sortir. Et donc, le sujet de XAPI, c'est pas une fin en soi. Et je rejoins Julien sur le fait, on a eu, et ce que tu disais aussi, il y a eu beaucoup de sujets à la mode. Il y a eu les LEP, il fallait un LEP. Il y a les LXP, il faut un LXP. L'enjeu, c'est surtout la promesse qui est derrière. Et la promesse d'XAPI, il ne faut pas XAPI pour faire XAPI. Si vous avez un LMS, ça ne sert à rien de faire XAPI. En revanche, quand vous avez un LXP, un LMS ou deux LMS, ou 6 LMS, enfin 6, 7, il y a des entreprises qui ont 10 LMS, voilà. Un ou deux TMS, que vous avez un réseau social d'entreprise, et ben, ce qui va être très intéressant avec XAPI, c'est que en fait, chacun de ces outils va pouvoir parler la même langue sur les statistiques, et vous allez pouvoir vider ça dans votre décisionnel d'entreprise, parce que vous ne pouvez pas vous contenter en fait des données qui sont dans les applications de formation, vous allez les comparer, les analyser, les croiser avec des données qui sont, elles, issues de la paye, avec des données qui sont issues de votre activité business, en disant, bah tiens, alors, par exemple, de ce qu'on fait, on croise les données, le taux de formation avec le taux de performance d'une famille de produits. Et je vous le donne dans le mille, hein, fatalement, quand on est formé, eh bien, on accompagne mieux nos habitants, on aide mieux nos habitants à réaliser leurs projets. Eh bien, ça se mesure, ça s'automatise, et de la même façon, sur la partie RE, comment est-ce qu'on fait pour mesurer et s'assurer qu'on réponde aux attentes en fait des apprenants. Et ça, c'est possible quand la stratégie, en tout cas c'est la mienne, est basée sur un front simple et un back de données, enfin un outil de gestion des données de votre écosystème qui est simple et puissant. Et quand vous avez passé à la moulinette de cet embryon de stratégie, de ces axes, ça va faire le tri déjà dans les solutions, c'est ce que disait Julien tout à l'heure. Enfin, je rejoins pas forcément Julien d'ailleurs en disant que tout le monde est très ouvert et tout le monde fait bien de la data. Certains éditeurs sont
Les bons éditeurs, il a dit. Voilà, les très bons éditeurs sont ouverts, mais vous avez quelques éditeurs qui sont sur quelque chose d'un peu fermé, on s'intègre pas tellement, etc., etc. L'avenir passe justement par l'ouverture et le croisement de la donnée. Et chacun fait bien ce qu'il sait faire. Vous avez des outils dont le boulot, c'est de partager sur du mobile, c'est de créer du contenu, c'est de faire vivre des expériences waouh à vos apprenants. Et vous avez d'autres outils qui est d'exploiter la data. Hein, et c'est pas l'enjeu Oui, parce de sortir en des gros définitive, tableaux. Voilà. Ils en savent vous donner les définitive, données pour le faire. Voilà. ce qui est important, c'est l'apprenant, donc c'est son expérience Exactement. utilisateur, et puis c'est être capable pour les services RH, les services formation, de pousser à un salarié la bonne formation et au bon moment aussi dans son planning de charge. Donc, Oui, est-ce que les outils permettent de faire ça aujourd'hui? Tout à l'heure, Julien, tu disais, bah tiens, on peut se connecter à Slack. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de dire, bah tiens, je sais pas, Lucie est en train de bosser, elle vient de finir sa réunion, je sais qu'elle a du mal à gérer son temps, tac, je lui pousse une invitation à se former sur Slack à 16h30 sur tel sujet parce que j'ai réussi à identifier via l'analytics que c'était le bon moment et que c'est la formation dont elle a besoin maintenant. Bah, c'est toute Est-ce que c'est l'idée. ça le futur? Bah, c'est une partie du futur, certainement. C'est toute l'idée, effectivement, moi, ce que j'aime bien appeler le dernier kilomètre de la formation, et qui est le plus important, parce que le gros problème des LMS, c'est qu'on n'a pas été du tout learner-centric, on a été plutôt dans la tuyauterie et l'hébergement des SCORM. Là, effectivement, il faut être à la hauteur de je sais pas, moi, quand je prends un billet d'avion, même si c'est plus rare en ce moment, je vais avoir un message dans Messenger, je vais avoir une notif quand j'arrive près de l'aéroport, etc. Donc, il y a des choses qu'on est capable de faire en ce sens-là, notamment via des notifications au sein de Biddies, et on va y aller de plus en plus. Effectivement, il faut être omnicanal, il faut pouvoir aller chercher l'apprenant là où il est, au bon moment, lui faire mémoriser aussi au bon moment et y mettre toute l'intelligence qu'il y a derrière. Donc, oui, cet aspect-là fera sans doute partie des tendances de l'année prochaine. Le LXP, évidemment, j'en profite pour m'aligner totalement avec ce que dit Thibaut. Hein, ça sera au-delà du buzzword, parce que clairement, ça a été un des problèmes de cette année aussi. Hein, il y a eu trop de buzzwords sur l'IA, l'adaptive learning, etc., où en fait, il ne s'est pas passé grand-chose, en vérité. Et puis, c'est pas parce qu'il y a un papier chez Gartner, même si j'aime beaucoup Gartner, que ça veut dire que ça va se passer. Et cette année 2021, je pense qu'en plus en post-crise sanitaire et en courant en crise économique sans doute, on sera, je pense, un peu plus les pieds sur terre et il y aura moins de buzzwords. Et donc là-dedans, le LXP, ça sera l'un ou l'autre. Soit ça va rester un buzzword et tous les LMS vont dire qu'ils sont des LXP sans vraiment le faire, soit on va vraiment s'appuyer sur les piliers du LXP, dont ce que Thibaut a clairement évoqué, l'unification, le fait, les contenus, donc le fait d'être capable de chercher, de ne pas être limité au score, mais de chercher une masse de contenu à l'extérieur, et donc du coup faire rentrer l'apprentissage. Par rapport à l'extérieur, tout à l'heure, il y a eu une question, est-ce que c'est capable, est-ce que ces solutions sont capables d'aller chercher une formation sur LinkedIn, par exemple, ou d'aller collecter des datas externes à l'entreprise? C'est toute l'idée, en fait, c'est d'être une sorte de hub. Nous, on aime bien appeler ça. Alors, on travaille sur ces logiques de LXP nous-mêmes hein, chez Bidis pour l'année prochaine et avec Laura Merlin, évidemment. Donc, c'est un peu le mot code du Learning Hub derrière. Donc, c'est l'idée d'aller chercher des sources extérieures. Donc, ça peut être effectivement d'autres plateformes de formation, mais ça peut être carrément même un article. Hein. Un article peut être une base de formation. Mais si c'est que ça ne suffit pas. Ce qui va être intéressant derrière, c'est de pouvoir l'augmenter par les utilisateurs et donc d'être éminemment social. Et ce qu'on s'est un peu dit quand on a préparé ce webinaire, et ça me permet d'y revenir, c'est que pour moi, en tout cas pour notre manière de réfléchir chez Bidis, c'est que si on fait très 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 bien le social learning, qui est dans l'ADN du mobile learning à fond, bah forcément, on va avoir beaucoup de contenu extérieur, parce que les gens vont en partager, donc on sera sur ces contenus ouverts. Forcément, on va avoir beaucoup de contenu, donc il faudra des moteurs de recherche puissants, de recommandations, etc., ce qui est une autre du learning. Et forcément, si l'apprenant n'est pas au centre des contenus des hébergeurs, ça ne marchera pas. Donc il faudra être user-centric à fond. Et c'est tout ça qui construit l'XP. Donc méfiance pour l'année prochaine, de se dire, OK, il y a marqué LXP, mais est-ce que derrière, j'ai mes piliers du LXP, à savoir les contenus, l'uniformisation et le social, finalement. Oui, une nouvelle fois, juste pour sur ce point-là, c'est que une nouvelle fois, et je pense que le buzzword va rester parce que des cabinets comme Gartner catégorisent énormément. Le vrai LXP, c'est pas un LMS.
Voilà. Donc, il y a des LMS qui tendent vers des fonctionnalités de LXP. L'enjeu vraiment du LXP, au-delà du buzzword que j'aime de moins en moins, en fait, je trouvais ça hyper sympa, mais en fait, comme tout le monde dit qu'il est, vous tapez LXP sur Google, vous avez 15 lignes de sponsor sur LXP et tout le monde fait du LXP en ce moment. C'est cette idée des piliers, des fonctionnalités que ça va vous amener. Et vous allez peut-être trouver des LXP qui ne se revendiquent pas forcément vraiment LXP, mais qui vont vous amener ça. Et c'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, simplicité d'usage pour les apprenants, facilité à gérer une grande quantité de contenu interne et externe, être capable de permettre l'échange, de favoriser l'échange, de créer et de partager du contenu pour vos apprenants. En sortant finalement, pour moi, le LXP, c'est une méta-plateforme, c'est-à-dire que c'est une plateforme qui est autour des autres. Elle existe parce qu'il y en a d'autres autour. Elle existe parce qu'il y a YouTube, elle existe parce qu'il y a LinkedIn, elle existe parce que vous avez un réseau social d'entreprise, parce qu'elle n'existe pas seule. Et pour la première fois, dans le monde des RH, faut se dire que c'est la première fois qu'on voit ça. Hein, les LMS, c'est un outil. Parce qu'il y a des users, ce qui n'est pas le cas. Non, mais bien sûr. Non, mais évidemment. Et il y a des users au cœur. Il y a des plateformes de contenu autour, qu'elles soient internes ou externes, mais le LXP n'existera pas seul. Il existera parce que dedans, il y a des apprenants qui consomment du contenu, qui partagent du contenu, qui parlent entre eux, qui échangent des compétences, qui échangent des tips, etc., etc. Voilà. Et donc ça, il faut être hyper aligné là-dessus. On n'achète pas un LXP comme on achète un LMS. Le LXP, c'est un projet de méta-plateforme qui va réconcilier vos plateformes, vos services, pour que votre apprenant s'y retrouve, que ça soit simple, qu'il soit guidé dans son développement professionnel. Voilà. Alors, je viens de vous partager là un guide ultime qui a été produit par Bidis sur le social learning, que je vous invite à consulter, qui est très très complet. On va peut-être pas avoir le temps de développer de tout le sujet du social learning, parce que ça fait déjà 50 minutes qu'on est ensemble, donc ça passe très vite. C'est vrai que c'est un sujet très vaste. Il y a beaucoup de questions. Il y a eu pas mal de questions. Alors, c'est pas fini, il nous reste encore, on va dire, un petit quart d'heure. La place de l'apprenant sur ces dernières années, elle a quand même grandement changé. Toi, ton leitmotiv, Julien, c'est de dire, grosso modo, moi, je ne sers pas un responsable formation, je sers un apprenant. Ah, exactement. C'est un peu ça l'idée. En fait, alors Pardon, vas-y. Ouais, vas-y, Julien. Ce qu'on aime bien se dire chez Bidis, c'est que finalement, nos concurrents, en termes de mobile learning d'abord, c'est pas les LMS ou d'autres plateformes de formation. Moi, mes vrais concurrents, et ça me permet de rebondir sur la question de Daniel Mourin, c'est Instagram, c'est TikTok, c'est l'application L'équipe, pourquoi pas. En fait, c'est tous ces applications extrêmement bien faites qu'on va utiliser dès qu'on a 3-4 minutes devant soi. Et moi, mon but, c'est que l'apprentissage de l'entreprise soit présent et concurrentiel à ce niveau-là. Donc, on va penser d'abord apprenant, pas exclusivement, parce que bien sûr, il faut donner de la data aux services de formation, il faut travailler avec eux, et ils ont des expériences qu'on n'a pas, il faut construire avec eux, mais c'est l'apprenant qui doit être engagé. Et pour ça, on doit être sur des formats qui sont courts, qui sont ultra interactifs, qui sont sociaux, qui provoquent des micro-shoots de dopamine, qui sont aussi forts que Candy Crush ou qu'un Instagram ou autre. Et ça, forcément, ça a fait changer le monde de la formation depuis quelques années, et on est bien loin des formats scores, et heureusement, j'ai envie de dire, sur le sujet. Donc oui, l'apprenant au centre de tout, évidemment. Et pourquoi pas, pour répondre à Daniel, des vidéos TikTok sur Bidis l'année prochaine. Ouais, j'avais vu ça, ouais. On a des trucs très similaires. Les tips dont parlait Thibaut permettent de faire des vidéos TikTok de formation, on pourrait appeler ça comme ça. Mais on pourrait même carrément intégrer des TikTok externes, pourquoi pas. C'est quoi, toi, ta définition de l'apprenant en 2021, Thibaut? Alors, à un moment, on entendait parler de l'apprenant moderne. Alors, c'est sûr que les termes marketing en formation, on en a. Je pense que c'est un des domaines RH où il y a le plus de marketing. Oui. C'est quoi la définition? Oui. Le marché est gros aussi, c'est pour ça qu'il faut se le dire. Merci Gartner de nous chiffrer ce beau marché. L'apprenant, c'est déjà un apprenant qui n'a pas le temps, qui n'a plus le temps. On est passé quand même par des différentes phases. Aujourd'hui, on a un vrai souci de charge mentale chez les apprenants. Il faut être conscient que les apprenants, ils ont autre chose à faire que d'apprendre. Et ça me donne l'occasion de dire que le mobile learning, c'est une de celles applications qui répondent vraiment, je trouve, qui permettent de faciliter. C'est pas la seule, mais c'est une des plus évidentes, je trouve, quand on observe le marché, pour s'intégrer dans l'usage des apprenants. Parce qu'aujourd'hui, les apprenants, ils en ont marre d'aller sur des plateformes LMS où ils n'ont pas envie d'aller, ils savent plus où est l'adresse, ils savent pas trouver le contenu. Ils ont besoin, et c'est un peu ce que t'expliquais tout à l'heure, Christophe, finalement, en rebond de Julien, c'est que l'apprenant, il rêve
qu'au moment où il en a besoin, on lui pousse la bonne formation pour lui. Pas pour les autres, pas pour ses collègues, pour lui. Qu'on lui dise, bah tiens, là, apparemment, tu es un peu en galère sur une migration de messagerie sur Gmail, tu sais pas comment programmer l'envoi d'un mail. Je vois que ça fait 3 minutes que tu es dessus, boum, eh bien, je te suggère tel sujet, et en 3 minutes, tu sais faire. Et l'enjeu, c'est un peu de copier finalement le scénario d'usage qu'on a tous. Je veux dire, quand vous cherchez à changer une ampoule sur une voiture, sur un parking de supermarché, parce que l'ampoule a claqué et qu'il fait nuit, eh ben, vous allez sur YouTube, vous faites une recherche, et puis vous vous attendez à ce que ça tombe tout de suite. Bah, c'est la même chose, et c'est là que le LXP a toute sa place, parce que c'est un hub qui va rassembler tous vos contenus d'apprentissage. Et pour revenir au sujet de l'apprenant, c'est donc un apprenant qui n'a pas le temps. Enfin, si je devais faire un seul profil, hein, il y en a plein, il faut pas... Me taclez pas dans les commentaires, parce qu'évidemment, il y a une variété, mais globalement, il a une charge mentale qui est très élevée, parce qu'il a plein de préoccupations. Il y a des préoccupations sanitaires, il y a des préoccupations d'emploi, de vie de famille, de boulot qui changent, qui évoluent, donc il n'a pas le temps. Le deuxième, c'est qu'il n'est pas si digital que ça. Ils ne sont pas tous digital natifs, donc c'est quelqu'un à qui qu'il faut aider à embarquer le sujet. Le troisième, c'est que c'est un apprenant qui a pour la plupart a été très guidé, très accompagné. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément maître de son destin, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il ne sait pas comment apprendre, il ne sait pas où il en est, il ne sait pas forcément où il veut aller. Donc c'est important de l'aider à savoir où il est, et on rejoint un peu l'idée de la cartographie dynamique que tu évoquais tout à l'heure, Christophe, en tout cas de l'aider à avoir de la data sur lui, la data sur ses collègues, sur ce qu'il a envie de faire, et qu'on utilise intelligemment cette data que le GDPR a mis en avant, je dirais, ces dernières années. Et c'est un apprenant qui a pas envie de galérer. Voilà. C'est un apprenant qui, comme il n'a pas le temps, eh ben, il n'a pas envie qu'on lui dise il faut que tu ailles sur telle plateforme, tu tapes tel code, et puis là, peut-être, il y a quelque chose qui va se passer. Non, l'apprenant, il veut que ça soit simple, il veut que ça soit dans la poche ou sur son ordinateur, hein, préférentiellement plus de 20 minutes. 15 à 20 minutes, c'est sur l'ordinateur que ça va se passer. Moins de 15 minutes, il veut que ça soit sur le mobile, il veut que ça aille vite, il veut que ça pulse. Et il veut surtout, à mon sens, en tout cas, c'est issu de mon expérience personnelle, mais pas refaire des choses qui servent à rien. Voilà. Se former pour se former, j'ai l'impression que c'est un peu fini. Ça a été très vrai sur le digital, et je rejoins le buzzword de l'adaptive qui n'a pas été au niveau, qui n'est pas au niveau parce qu'il n'y a pas la maturité côté client. Hein. C'est-à-dire que oui, tout le monde veut faire de l'adaptive, mais quand on ne sait pas le faire et quand on n'a pas ce qu'il faut pour le faire chez soi, bah, c'est compliqué de le faire vraiment. Qui est de dire que l'adaptive, c'est pas une finalité en soi. C'est comment je fais pour que l'apprenant il soit augmenté, qu'il puisse vraiment développer ses compétences intelligemment. Et c'est là que l'adaptive va contribuer à créer de la valeur en faisant en sorte que les parcours de formation soient individualisés. Voilà comment je dépeindrai, si je puis dire, l'apprenant de 2021. Alors, j'ai peut-être oublié des choses, mais voilà un peu comment je le vois. D'accord. Une question, bien évidemment, sur les soft skills, hein, qui est aussi un terme très utilisé, les compétences comportementales. La question, si on parle beaucoup de hard skills, mais quid des soft skills en mobilité, avez-vous un avis? Merci. Alors moi, je vais juste y répondre rapidement parce que ce n'est pas le sujet du jour. Mais pour moi, les soft skills, ça permet de porter les hard skills. Voilà, c'est quelque chose qui vous permet justement d'être à même, dans une situation donnée, dans un métier donné, d'avoir la meilleure compétence et la meilleure adaptabilité par rapport aux hard skills. C'est un fondamental, en fait. Pour moi, c'est même un power skills, tu vois, c'est ce qui permet Ouais. vraiment de se transformer et d'avoir le bon terrain de réception, si tu veux. Tu vois, tu développeras vraiment, les entreprises ne cherchent pas à avoir des hard skills très élevés, d'avoir des individualités très fortes sur les compétences. Elles cherchent plutôt des gens qui vont partager leur savoir, qui vont communiquer, qui vont aider les autres, qui vont s'entraider, qui vont être capables de dire je ne sais pas. C'est une compétence, hein. Enfin, ça s'apprend pour ceux qui... Voilà, et ça, c'est possible, évidemment en mobile. Voilà. Très Alors, utilisé. il nous reste plus beaucoup de temps. Il y a deux, trois autres sujets que je souhaitais aborder. On a vu récemment, moi j'ai vu récemment, là, notamment sur TF1, un reportage sur la réalité adaptée, sur des cas d'usage en fait, de formation dans certains secteurs d'activité. On a parlé d'AVR, d'AR. Est-ce que ces technologies, alors qui sont très innovantes, sont réservées à certains métiers, ou est-ce que c'est quelque chose qui, pour toi, Julien, va se démocratiser dans les années à venir? Bah, c'est sûr que c'était donc tout ce qui est VR plus qu'AR d'ailleurs, mais les deux, on va dire ça, ont été comment dire, assez présents sur 2020. On a été de très bons éditeurs sur le sujet. On a du Uptel qui me vient en tête par exemple, mais il y en a d'autres.
Ça me permet de dire d'ailleurs que autant on est en retard en France sur certains sujets, vous les avez évoqués, autant on est en avance côté éditeur. C'est-à-dire qu'en termes de mobile learning et de VR, ou même plein d'autres choses, un peu cocorico, parce qu'on a des très bons développeurs et donc de très bons éditeurs par rebond. Et on a pas mal de boîtes anglaises ou autres qui viennent nous chercher sur ces sujets parce qu'ils ne trouvent pas chez eux. Voilà. Parenthèse fermée. La VR, notamment, oui, moi je pense que ça peut se démocratiser encore plus. Le taux d'équipement, enfin, ça joue sur le prix des équipements qui est quand même en chute libre à ce niveau-là. Et on est encore au début de la courbe, donc ça va pouvoir se démocratiser d'autant plus. Un peu pareil que tout à l'heure, on est sur des éditeurs qui sont sur des écosystèmes ouverts avec des intégrations possibles. Nous, chez Enedis, par exemple, on a des modules de VR intégrés directement dans leur application Bdiz. Donc, on peut faire plein de choses intéressantes à ce niveau-là. Et autant que ça a commencé sur des choses assez métiers, on en a vu beaucoup dans le bâtiment, par exemple, des choses comme ça, autant maintenant, on peut aussi y voir des choses intéressantes sur du soft skill ou du produit, ou des choses comme ça. Donc, je pense que ça peut être intéressant pour tout type d'entreprise. Pour moi, demain, c'est très Même la important. formation linguistique. Hein, pour rebondir, aujourd'hui, au début, c'était très topé sécurité, très hard skill sécu, très hard skill bâtiment, très indus. Aujourd'hui, un des cas d'usage de l'AR et de la VR, c'est le côté très immersif, finalement, pour apprendre des langues. Ça a été mesuré, d'ailleurs, sur une étude britannique qui est sortie il y a quelques mois, là, pendant le confinement. En fait, on est plus vite projeté tout de suite. On n'a pas besoin d'aller en Angleterre pour finalement se retrouver au milieu d'un village anglais ou indien, si on veut apprendre l'indien. Donc, on voit qu'il y a un marché effectivement des usages qui s'ouvrent de plus en plus, parce que je pense, pour terminer sur cette tendance, que la tendance va être à chercher l'immersive learning. Moi, je parlerai aussi de la commande vocale qui va permettre de créer un pont entre l'asynchrone et le synchrone. C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'être en classe virtuelle à distance pour être avec un formateur qui va créer des scénarios de vente, par exemple. Hein. Je suis client, t'es conseiller de vente, et puis je te mets en difficulté. Aujourd'hui, on a des solutions qui permettent de faire vivre en fait des simulations d'entretien avec l'aide de l'IA en langue parler, c'est-à-dire je parle pour répondre, hein, je ne choisis pas parmi 3 réponses préformatées. Moi, je pense que l'avenir, effectivement, est à ces ponts entre synchrone et asynchrone pour faire en sorte que ça soit accessible plus vite des apprenants et que la formation soit plus efficace. Alors, bon, il y a pas mal de questions, on ne va pas pouvoir tout prendre. Il y a quelqu'un qui nous demande les définitions des acronymes. Alors, pour vous répondre, on ne va pas tous les donner parce qu'on a cité quand même un paquet. Début janvier, on sort un guide sur la formation digitale où justement on a référencé tous ces terminologies, donc vous pourrez le télécharger sur MeilleurHline, une sorte de petit dictionnaire. J'ai une dernière question qui me paraît quand même très importante pour 2021 parce qu'on l'a très peu vécu en 2020, c'est le présentiel. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est finalement quelle est la place du présentiel dans les années à venir. Est-ce que le présentiel, ça va devenir un événement en soi ou est-ce que ça va perdurer dans les stratégies de formation des entreprises? Ton avis, Thibaut, là-dessus? Alors, pour moi, le présentiel, alors on va se comprendre, hein, on peut faire du présentiel à distance, on peut faire je parle vraiment du présentiel Alors, moi, physique. je te parle du vrai présentiel. Voilà, exactement. Non, mais on est en phase. Le présentiel va se maintenir, hein, c'est une tendance que je donne, on verra l'année prochaine si j'ai raison, notamment parce qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire à distance. En fait, je pense en revanche que on va accélérer énormément sur la maturité liée au présentiel. C'est-à-dire qu'on va se dire, mais finalement, en présentiel, on n'a pas besoin de faire tout ça. On va se concentrer sur le transfert d'expérience, sur l'expertise et sur la pratique. C'est-à-dire que tout ce que tout le monde voulait faire depuis 3 ans, là, on est face au mur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire que du digital. Donc là, on voit à vitesse grand V toute la direction formation vider les stages présentiels de ce qu'on peut sortir en digital pour dire d'avoir des premiers éléments de réponse. On voit des nouveaux formats de présentiel, des formations plus locaux, avec des notions de kits, de déploiement, chez nous par exemple de palettes, de kits qu'on envoie, alors ce qu'on faisait déjà avant. Petit big up à Sophie qui s'occupe de l'offre objet connecté, par exemple, mais de se dire, voilà, on va plutôt mettre à disposition du présentiel plus proche des collaborateurs pour limiter les déplacements, dans des environnements peut-être moins conçus pour la formation, mais plus réels pour le collaborateur. Parce que, en fait, je suis désolé, mais il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire à distance. Voilà. Même en AR et en VR, je suis désolé, apprendre à poser une fenêtre, apprendre à poser des tuiles sur un toit, il n'y a qu'en pratiquant, il n'y a qu'en le faisant qu'on peut le faire. On va voir apparaître de nouvelles pratiques autour du présentiel, le coaching à distance, des choses de ce type-là. Mais pour moi, le présentiel doit perdurer. En fait, au-delà de ce que je pense, s'il va perdurer ou pas, je pense qu'il doit
perdurer. Je pense qu'il va y avoir un rééquilibrage. De fait, on a mesuré forcément chez Leroy Merlin, comme chez tout le monde, une baisse significative du présentiel pour des raisons sanitaires. Je pense que les gens ont hâte de se retrouver. Je pense qu'il y a un effet saturation, des Zoom, des Meet, des Skype, voilà, on fait que des choses à distance. Donc je pense que les apprenants aussi, ils vont avoir besoin de se retrouver ensemble, d'apprendre ensemble, de pratiquer. En revanche, je pense que ça sera un nouveau format. Je pense qu'ils devront être plus efficaces, parce que les gens sont plus habitués à ne plus bosser pendant 4 jours consécutifs, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas faire 4 jours de classe virtuelle. Enfin, on peut quand c'est bien fait, mais ce n'est pas la majorité. Donc les gens vont avoir des attentes très précises, en disant, mais attends, mais ça, je pouvais le faire avant, sur une capsule B10, par exemple, vous pouvez sortir tous vos prérequis, les mettre dans des capsules B10 et faire que votre apprenant, quand il vienne en formation ou quelques temps avant la formation, il peut se former, voire il peut utiliser B10 pendant la formation. Alors, désolé, Julien, de le faire à ta place, mais vous pouvez utiliser B10 ou d'autres solutions, mais là, on va plutôt parler de B10, pour augmenter la formation présentielle, pour dire, je peux scanner, je peux faire des jeux, je peux apprendre ensemble, on peut gamifier ensemble en se disant, on se connecte tous et puis on fait une petite battle sur un quiz ou des choses comme ça. Ça rend les choses plus ludiques, en même temps, ça favorise quand même si on est ensemble, le respect des règles sanitaires du moment. Donc la tendance, c'est qu'il sera peut-être plus digitalisé, il sera plus efficace, plus court. Mais je dois, en fait, au-delà, il faut qu'il se maintienne. Voilà, je pense qu'on a besoin du présentiel pour certaines actions qu'il ne faut pas qu'on sorte. Et il faut que, je pense, qu'on aide aussi la filière, les cabinets, les fournisseurs de formation à transformer en fait cette offre-là. Et surtout, du coup, dans un contexte de l'XP, à créer des parcours blended, parce que du coup la problématique qui va se poser, c'est que comme on arrête de faire du full présentiel, parce que là voilà, c'est ce qui s'est passé cette année, on est passé en full digital à marche forcée, demain comment on articule les deux? Et une nouvelle fois le LXP va, alors le LXP pas en tant que brique magique et de buzzword, mais il va aider à créer des parcours avec un bout qui est sur B10, un bout qui est sur votre LMS, un bout qui est sur votre TMS, tout ça dans une seule plateforme. L'apprenant il va pas voir que c'est dans des plateformes différentes. Et en fait, je pense que tout le monde va avoir besoin de ce genre de projet-là et de ce genre d'écosystème pour faire vivre des vraies expériences blended, riches à vos apprenants, sans vous obliger à tout changer pour se dire je dois acheter un outil qui fait tout. Voilà, parce que ça n'existe pas et ça marche pas très bien et ça coûte très cher. Je pense que c'est une vraie tendance parce j'avais posé la même question à un des représentants de la RATP récemment, qui nous avait répondu qu'effectivement, il maintenait effectivement le présentiel parce qu'il y a l'importance aussi du lien social et puis il y a des choses qu'on ne peut pas faire en distanciel, mais que certains formats étaient passés de 3 jours de présentiel à 1 journée et que les deux autres journées avaient été remplacées notamment par des formats en mobile learning. Ouais, ou classe virtuelle. Voilà, classe virtuelle, ce qui permettait d'optimiser la formation. Ouais, de faire du coaching après formation. Faire du coaching après formation, des choses comme ça. Donc on a vraiment une latitude en France et on a une vraie maturité des acteurs. Et donc je pense qu'il faut que les entreprises, elles ont été contraintes, continuent cette transformation sur la lancée, mais en se posant les bonnes questions. Voilà, achetez pas le hashtag, achetez pas les buzzwords. Posez-vous les vraies questions de vos apprenants, bossez avec vos apprenants leurs besoins, et en fait, ça va couler de source. Et vous allez trouver le bon LXP et la bonne façon d'appréhender le sujet. Si je peux compléter, c'était très complet. Tu vas même conclure. Alors, je ne sais pas si ce sera le mot conclusion, mais juste sur le présentiel, parce que c'est très complet. Moi, je pense que le présentiel n'est pas mort, parce qu'il faut se poser la question quand même aujourd'hui. Il n'est pas mort à condition qu'il se transforme. C'est une des pistes à explorer et sur lesquelles nous on va beaucoup travailler, donc si ça intéresse les gens, n'hésitez pas à nous suivre sur le sujet. C'est que moi je pense que la formation doit devenir de la formation qu'on pourrait appeler mutuelle. C'est-à-dire que ce qu'il faut regarder, c'est ce qui se passe dans l'éducation nationale aujourd'hui, parce que c'est eux qui prennent, entre guillemets, pour qui c'est le plus dur, à partir du présentiel. Et ben on voit quand même pas mal de choses émerger où finalement le cours d'abord avant donné uniquement par le prof et maintenant simplement conceptualisé par le prof en quelques minutes, et finalement c'est l'expérience d'être ensemble dans une salle ensemble qui fait qu'on apprend, c'est-à-dire qu'on s'explique les choses les uns les autres, on fait les exercices ensemble, etc. Donc si ça intéresse des gens, ça s'appelle la classe mutuelle comme concept, et c'est théorisé par un professeur qui s'appelle Vincent Fayet. Je vous encourage à aller voir un peu ce qu'il fait. Moi je pense que tout ça va se décaler aussi sur la formation professionnelle. Si la formation professionnelle reste, il y a un formateur qui vient, qui explique et les gens écoutent, même si c'est du pratique, au bout d'un moment, il y a la FEST aussi qui pourra remplacer ça, donc pour moi c'est mort. Par contre, si c'est une vraie expérience collective et aussi ça a du sens d'être ensemble pour le faire en vrai, dans la vraie vie, IRL, là oui, ça devient même particulièrement intéressant et central. Et pour ça,
On peut le faire avec papier-crayon, ça marche très bien, mais on peut aussi le faire en utilisant des outils techno qui ont une dimension sociale à la base. Donc évidemment, nous, on va bosser sur ces sujets. Alors, j'ai pas la science infuse, est-ce que ça marchera, est-ce que ça marchera pas, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va essayer à ce niveau-là. Donc, big up pour le présentiel en global pour ton expression. Augmenter. C'est beau. Mais oui, nouveau. Pour un petit peu tout, de toute façon. Parce que si c'est pour refaire la même chose, et juste en termes réduits, parce qu'on peut faire un peu de digital avant, un peu de digital après, ça finira par s'arrêter tout court. Mais c'est une sacrée occasion de tout réinventer, en fait, à ce niveau-là. Bon, j'espère qu'on pourra repasser en présentiel. Nous-mêmes, on espère pouvoir organiser des matinales et vous y inviter l'année prochaine et pouvoir discuter tous ensemble de learning, cette fois-ci en présentiel, à partir de l'année prochaine. Mais, je vous remercie, Thibaut, Julien, pour ce moment qu'on a passé ensemble. Hein. Ça fait une bonne heure 10 qu'on est ensemble. Merci à toi. Je vous remercie tous les participants qui étaient présents ce matin. J'espère que ce dernier webinaire de l'année vous a plu. Je vous ai partagé le lien. Si vous voulez contacter Biddies, contactez Julien. Hein, je vous ai mis le lien où vous pouvez directement vous rendre sur leur site et peut-être leur demander une démonstration des solutions et discuter avec Julien. Ou d'autres questions, parce qu'on a pu répondre à tout. Ou d'autres questions. Et puis, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et une très bonne après-midi à toutes et à tous. Merci. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. De fin d'année.